pour la conférence du jour du Club Cyber de la EGE. Aujourd'hui, la conférence sera sur le thème de la cybersécurité maritime. Nous sommes environ 220 inscrits. La majorité sera en ligne. Et actuellement, nous sommes environ une centaine de personnes à avoir rejoint la conférence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rejoindre M. Djelouli, qui va nous présenter cette conférence. Nous aurons aussi Anna et Clément qui nous aideront pour centraliser les questions. Donc, je vous demanderai de poser vos questions dans le chat. Elles seront centralisées et posées à la fin à notre intervenant. Et voilà. Et je donne désormais la parole à M. Djelouli pour cette présentation. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, bonjour à tous ceux qui sont présents, comme à tous ceux qui sont à distance. Donc, je me présente très brièvement. Je m'appelle Faïs Djelouli. Je suis président du cabinet Oliseum, qui est un cabinet de conseil, de formation, d'intégration et d'édition en fait, en cybersécurité, plutôt spécialisé en cybersécurité dans la sécurisation des infrastructures critiques et industrielles. Mon background sur la question de la cybersécurité maritime, en particulier, qui est une sous-section, on pourrait la qualifier comme sous-section de la cybersécurité industrielle, puisqu'elle a non seulement qu'elle réunit des spécificités de la cybersécurité industrielle, mais en plus de ça, elle leur ajoute des contraintes particulières sur lesquelles nous allons passer en revue un petit peu tout à l'heure. Eh bien, mon background, c'est que j'ai été par le passé responsable cybersécurité, donc de l'autre côté, pas côté prescripteur, mais côté en poste en responsabilité d'infrastructures maritimes critiques, non seulement des ports, mais également des navires, plutôt dans le monde de l'énergie. D'accord. Et donc, le cabinet Oliseum a été donc fondé en 2018 donc par deux collaborateurs. C'est, on peut dire, un spin-off d'une initiative intrapreneuriale que nous avions menée dans un grand groupe de l'énergie, donc Engie pour ne pas le citer. Et lorsque nous avions acquis donc, la conviction que nous avons mis sur orbite quelque chose qui pouvait nous perdurer pour continuer à délivrer des services pour les clients internes d'Engie, nous avons donc décidé de partir pour faire profiter le reste, on va dire, du marché de notre savoir-faire. Donc aujourd'hui, Oliseum, c'est 3 piliers majeurs. C'est le conseil-service, c'est l'éducation-formation et c'est également l'édition logicielle. C'est quelque chose pour lequel nous sommes beaucoup moins connus, plutôt depuis uniquement le début de l'année. Cette dernière composante venant s'inspirer directement du point de vue privilégié qui est conféré par les deux précédents piliers. D'accord. Donc ça, comme on a notre credo, c'est d'avoir... C'est tellement notre credo qu'on l'a inscrit même dans le nom de l'entreprise. Nous prônons une approche holistique de la cybersécurité, holistique voulant dire globale, systémique, inclusive. Et notre conception donc, de l'approche holistique, elle s'articule, je dirais, en 4 points que je vais passer très rapidement. D'abord, couvrir l'ensemble de la chaîne de la valeur, de sorte à ce qu'il n'y ait pas, donc de la valeur de la sécurité, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de discontinuité opérationnelle. Deuxième point, c'est d'avoir une approche transverse à l'échelle d'une entreprise, transverse au niveau des environnements techniques, IT, OT, IoT, etc. Transverse également au niveau des processus de l'entreprise. Également, avoir une approche transdisciplinaire, parce qu'aujourd'hui, la sécurité globale recèle plusieurs disciplines, dont la cybersécurité fait partie, mais vous avez aussi l'intelligence économique, vous n'êtes pas sans le savoir ici dans la salle, mais également des aspects relatifs à la sécurité physique ou à la sûreté et les ramifications de ces disciplines mutuellement les unes sur les autres commandent de devoir avoir une approche plus globale et une approche collaborative et inclusive avec l'ensemble de ces disciplines. Nous avons, au titre de l'innovation également, sorti le tir à blanc de ransomware, qui est la première solution qui permet de faire de l'entraînement sur une véritable attaque de ransomware. Donc, ça consiste à avoir un rançongiciel, ou ransomware en anglais. Donc, ransomware, c'est un programme malveillant qui va vous rendre indisponible votre système d'information et qui va hypothétiquement le débloquer si jamais vous payez une rançon. Et donc, aujourd'hui, c'est un problème tellement spécifique qu'aujourd'hui, que nous avions, en tout cas, les années précédentes, remarqué qu'il était
difficile de faire une évaluation ciblée sur ce risque en particulier. Et donc, pour ce faire, nous avons décidé de mimer le fonctionnement d'un ransomware sur l'ensemble de ces étapes. Donc, évidemment, le tir à blanc de ransomware, c'est l'inoculation volontaire d'un rançongiciel gentil de notre conception qui réunit l'ensemble des attributs des rançongiciels les plus sophistiqués. Mais en plus de ça, en moins, je dirais qu'il est démuni de sa charge malfaisante. Donc, l'objectif, c'est de tester les défenses en conditions réelles, de cibler les remédiations liées évidemment à d'éventuelles expositions à ce risque en particulier. Nous avons également un certain nombre d'alliés, on va dire, des partenaires ou des associations auxquelles nous adhérons, Exatrust, N2V, on travaille aussi avec l'Exera, donc, qui sont un groupement d'entreprises bénéficiaires sur la partie automatisme. Nous avons un partenariat également avec l'EDEC Business School, en ce sens qu'aujourd'hui, nous travaillons sur un certificat online pour Cyber Security for Executives. L'idée, c'est de porter un discours à l'endroit des décideurs, avec l'UTC également sur la partie laboratoire de crypto. Et nous avons noué en novembre dernier donc, un partenariat stratégique avec la société Samsic. Samsic, c'est un grand groupe français familial de Rennes, spécialisé dans le facility management, mais depuis déjà entre 10 et 15 ans, on lançait déjà une activité sur la partie sécurité physique. Et donc, sécurité physique, cybersécurité. Donc, nous avons, au gré de nos échanges, identifié des axes de convergence. Et c'est en ce sens-là que nous avons scellé ce partenariat stratégique. Donc, aujourd'hui, pour parler du secteur maritime, c'est un secteur que l'on pourrait considérer comme faisant partie de nombreux autres secteurs, sauf que lorsqu'on regarde les chiffres, effectivement, les chiffres absolus, effectivement, c'est quelque chose qui peut paraître impressionnant, quoique n'est pas forcément relatif. Peut-être un peu plus le dernier chiffre, donc 95% des communications mondiales transitent par des câbles sous-marins, d'accord ? Donc il n'y a que 5% qui passent par satellite, et je pense que ce chiffre est minoré. Aujourd'hui, vous avez même les GAFAM qui investissent considérablement dans les câbles sous-marins. À peu près 50% des investissements concernent les câbles sous-marins, c'est ce qui est vraiment énorme. Donc forcément, pas de câbles sous-marins s'il n'y a pas de dispositifs permettant à ces câbles d'être installés, maintenus et exploités dans le temps. Donc forcément, ça rentre dans le secteur maritime. Mais vous savez, comme dans toute chose dans la vie, on se rend compte finalement de l'importance de quelque chose que lorsque elle vient à manquer, en quelque sorte. Et c'est exactement ce qui s'est passé un petit peu il n'y a pas très très longtemps, où le monde économique, où la mondialisation a eu un AVC, d'accord, un accident vasculo-cérébral. En l'occurrence, il s'agissait, si on peut passer le slide suivant, il s'agissait donc, vous ne l'avez certainement pas manqué, puisqu'il s'agit donc d'un porte-container qui a bloqué donc le canal de Suez et qui a eu des conséquences colossales. Donc, une augmentation de 10% sur les prix qui a été constatée au niveau des prix des marchandises et un coût journalier entre 6 et 10 milliards selon Allianz. Aujourd'hui, sans vouloir être spéculatif concernant ce cas malheureux, nous savons, nous, professionnels de la cybersécurité, et à plus forte raison de la cybersécurité industrielle et maritime, qu'un tel accident peut tout à fait être provoqué par une cyberattaque. Ce n'est pas quelque chose qui est anodin. Vous savez, en 2015, par exemple, donc il y a une grande conférence qui s'appelle la Black Hat aux États-Unis, où donc un chercheur en sécurité a montré comment il pouvait prendre le contrôle d'une Jeep connectée. C'était une Jeep en l'occurrence, mais ça aurait pu être n'importe quel autre véhicule connecté, doté de, vous savez, le petit bouton que vous appuyez et ça vous gare la voiture tout seul, parce que l'ordinateur de bord, du coup, forcément, pour pouvoir faire ça, a besoin d'accéder à votre volant, à votre frein, à votre accélérateur, n'est-ce pas? Et donc, forcément, si quelqu'un prenait le contrôle de cet ordinateur via la partie connexion à Internet, et du coup, s'il n'y a pas les bonnes segmentations, le bon durcissement en matière de cybersécurité, eh bien, cette personne pourrait prendre le contrôle du véhicule à distance. Et c'est exactement ce qui est arrivé, qui a été démontré. Alors imaginez-vous qu'au lieu que ce soit une voiture, c'est un navire, un pétrolier. Imaginez-vous les conséquences que cela
peut provoquer. Alors, loin de moi l'idée, la fâcheuse idée de donner des idées à des attaquants, mais il est très important, je ne pense pas besoin de moi, comme on l'a vu récemment dans l'attaque du pipeline, Colonial Pipeline, eh bien aujourd'hui, ça pourrait être cataclysmique en fait, pour nos économies. Regardez ce qu'un seul navire a provoqué. Imaginez-vous qu'il y ait une attaque générale sur plusieurs dizaines, plusieurs centaines de navires. Et on sait très bien que l'informatique, c'est la science par excellence pour la scalabilité, pour la montée à l'échelle. Voilà, donc maintenant que vous êtes bien à l'aise, on va essayer un petit peu de rentrer un petit peu dans le détail. Mais avant ça, donc avant cet AVC, on a connu quand même un petit infarctus en 2017, puisqu'en 2017, nous avons eu Maersk, donc le géant danois donc du fret maritime, qui à l'époque, en tout cas, gérait 25% du fret mondial, hein, ce qui est énorme, et donc a été touché par une cyberattaque via donc, le virus NotPetya, le malware NotPetya, et du coup a occasionné des impacts directs de 300 millions de dollars, aujourd'hui affichés, sachant qu'il est extrêmement probable que ce chiffre-là est minoré aujourd'hui, parce que ça, ce sont des attaques directes sur Maersk, mais vous imaginez bien qu'il y a eu des conséquences sur l'écosystème énorme mondial aujourd'hui, dont dépend le bon fonctionnement des opérations de Maersk. On reviendra sur ce cas-là un petit peu plus tard, si vous le voulez. Alors, depuis 2017, malheureusement, les cyberattaquants n'ont pas cessé de harceler, on va dire, l'ensemble des secteurs, et le secteur maritime n'a pas fait exception à cette règle-là, puisque après ce séisme-là, de nombreuses répliques sont arrivées, spécifiquement en 2020, puisque vous voyez, posons les doigts pour que 2021 ne soit pas pire, mais spécifiquement en 2020, où très certainement que les attaquants se sont dit que les acteurs du maritime n'avaient pas suffisamment morflé avec la crise sanitaire et la baisse d'activité attenante à cette crise-là, qu'ils avaient besoin peut-être de quelques cyberattaques complémentaires. Si on regarde un petit peu ces attaques-là, donc elles ont touché tous les types d'acteurs, donc que ce soit fretteurs des ports, des armateurs, etc. Donc autant sur des aspects de SI industriel que du SI classique, enfin beaucoup plus sur le SI de gestion d'ailleurs, beaucoup d'attaques qui nous semblent à nous être pas forcément des attaques ciblées, d'accord ? Quand on regarde par exemple les rançongiciels, aujourd'hui les ransomware, si vous faites le décompte, ça représente à peu près un peu plus de 50% des use cases recensés. Donc c'est quelque chose quand même qui est assez préoccupant. Je pense passer à la suite. Aujourd'hui, évidemment, la filière n'est pas sans réagir face à cette menace-là, et ça date déjà de plusieurs années, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui se mobilisent et qui se coalisent pour pouvoir proposer des choses, des solutions, et puis faire front peut-être de manière regroupée ou dispersée. Vous avez évidemment les industriels qui sont les plus concernés, donc on en a listé quelques-uns, mais on a beaucoup. Sachant que dans les industriels, vous avez à la fois des ports et leurs exploitants, vous avez aussi des armateurs, des affréteurs, des opérateurs qui sont trois types d'acteurs assez différents, parfois qui peuvent cumuler plusieurs rôles en même temps. Vous avez des agences de régulation, notamment avec l'OMI, donc l'Organisation maritime internationale, ou l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc l'autorité en France, également des bureaux tels que la direction des affaires maritimes qui intervient, qui porte un regard particulier sur tout ce qui est territoire maritime. Vous savez qu'un pavillon un navire avec pavillon français, c'est une extension du territoire français, hein, évidemment. Et l'idée derrière ce type d'organisation, c'est de pouvoir édicter et de prescrire un certain nombre de référentiels de sécurité. Donc, il y a eu, par exemple, la LPM, sans qu'elle ne soit
qu'elle ne cible particulièrement le secteur maritime, mais évidemment, il n'y a pas échappé, mais également l'OMI qui a édicté, donc, suite aux attentats du 11 septembre, donc, le référentiel ISPS. Et plus que ça, donc l'ISPS était plutôt orienté pour la sécurité physique, tandis que depuis 2017, ils ont édicté une directive qui est entrée en vigueur depuis janvier 2021, pardon, et dont l'objectif, c'est d'adresser particulièrement la partie cybersécurité. Vous avez des associations également, comme France Cyber Maritime, l'Euronaval, qui est un grand événement qui se passe en France cette année particulièrement, donc il s'est passé donc à distance, mais cette année a été aussi marquée par le fait que pour la première fois, donc, il y a eu un pavillon cybersécurité donc organisé, dont l'organisation a été confiée au FIC, Forum international de cybersécurité, et que nous avons chez Oliseum eu l'honneur d'animer donc une des tables rondes. Vous avez également des acteurs un peu plus éloignés tels qu'Armateurs de France. Vous avez également des filières académiques aujourd'hui qui proposent des spécialisations, telles que l'IMT Atlantique avec son master cybersécurité, et vous avez une grosse douzaine de sociétés de classification qui sont étroitement liées à des assureurs. Pourquoi étroitement liées? Parce que les assureurs, pour pouvoir assurer justement les industriels, demandent à ce que ces mêmes industriels soient revus sur plusieurs aspects, hein, d'accord, donc les aspects sécurité physique, la coque, etc., et cybersécurité depuis peu. Et c'est justement aux sociétés de classification qu'il a été confié donc de proposer des référentiels de sécurité, sachant que l'OMI n'a pas sorti de référentiel de sécurité unique, parce que le secteur maritime est très divers. Donc forcément, on ne peut pas proposer quelque chose d'unique, mais en tout cas, il y a des choses qui sont produites aujourd'hui par, je sais pas, NPGL avec son référentiel CP 0231, également au Bureau Veritas avec deux aspects, un technique et un donc cybersécurité et cybermanage, etc., etc. Alors évidemment, le grand absent de ce panorama, ce sont les acteurs de la cybersécurité qui viennent avec soit leur expertise, soit leurs produits pour pouvoir apporter et cristalliser autour des fonctions de la sécurité afin de pouvoir leur donner corps au sein des différents actifs. Alors, ce panorama n'exempte pas de devoir aussi jeter un regard sur le passé. Ne vous inquiétez pas, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, dans des aspects un peu plus sympas, et puis il y aura également quelques démonstrations de hacking tout à l'heure. Je sais que ça intéresse beaucoup, donc on essaye de donner un peu un aspect pratique à cette partie-là. Donc, alors, cette classification et puis cet ordonnancement est très personnel. D'accord, ce sont des éléments que je vous présente tels que je les ai vécus. Donc forcément, ça n'a pas vocation à être exhaustif, encore moins à être une référence. Mais en tout cas, c'est un partage d'expérience. Depuis, en fait, nous, 2007-2008, on évoquait la possibilité de devoir mettre en place de la cybersécurité sur des systèmes industriels. Vous savez ce que c'est que les systèmes industriels? Juste un petit sondage dans la place. Système IT, OT. Qui connaît la différence? Levez la main. Pas grand monde. OK. Donc, je vais expliquer très rapidement ce que ça veut dire. Donc, les systèmes IT, c'est les systèmes dont l'output, l'input est numérique, l'output est numérique. Donc, c'est l'informatique que vous utilisez tous les jours. Les systèmes OT, Operations Technology, donc là, ce sont des systèmes plutôt industriels dont l'output est quelque chose qui va se manifester dans le monde physique. D'accord? Donc, c'est-à-dire, je vais rentrer, par exemple, des paramètres. Comme vous le voyez ici, on a des automates programmables industriels. Et l'output, ça va être donc un moteur qui va tourner, un compresseur, quelque chose qui va se manifester dans le monde physique. Donc forcément, ces aspects-là sont très importants à prendre en compte. Cette différenciation est très importante à prendre en compte. D'abord parce que l'impact est très différencié. Forcément, lorsque vous pouvez faire exploser, par exemple, une centrale ou n'importe quoi, là, vous avez quelque chose qui va se manifester dans le monde réel. Okay, et donc là, forcément, il y a en plus des protocoles techniques qui peuvent être très différents, et qui le sont d'ailleurs, il y a également cet impact qui commande de devoir prendre un certain nombre de précautions et une approche différenciée. Un autre exemple aussi de cette différenciation, c'est le cycle de vie. Lorsque l'on considère des systèmes IT, en général, c'est des cycles de vie de 3 à 5 ans. Tandis que sur le monde OT, ce sont des cycles de vie beaucoup plus longs. D'accord ? Et on ne peut pas faire des mises à jour telles qu'on le souhaite
parce qu'il y a un certain nombre de contraintes d'accessibilité, des contraintes environnementales, etc. Alors, pourquoi on ne peut pas les mettre à jour tel qu'on le souhaite? C'est parce qu'il y a une sorte d'enquistement, d'intrication entre les systèmes dits OT et les systèmes mécaniques qui sont derrière. Donc, à un moment donné, si on veut mettre à jour des choses, il faut mettre à jour également des éléments de nature physique, et là, ça coûte extrêmement cher. Donc, les industriels ne sont pas enclins à devoir débourser des millions d'euros à chaque fois qu'ils ont envie de se moderniser ou juste parce qu'ils souhaitent se moderniser. Donc, l'approche, elle est différenciatrice. Sur les contraintes environnementales, également, il est très important de prendre en considération que sur un navire, à titre d'exemple, les compétences informatiques sont extrêmement rares. D'accord ? Donc, forcément, derrière, ce qui sera mis en œuvre, c'est quelque chose qui devra répondre à un certain nombre de critères de robustesse. Robustesse d'autant plus mal menée que les contraintes de nature environnementale sont nombreuses, avec des contraintes de vibration, de salinité de l'air et d'humidité, etc. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Effectivement, il y a aussi le fait que sur un navire, vous avez des systèmes de divers niveaux de criticité. Par exemple, vous avez des environnements effectivement IT sur un navire, OT également pour des systèmes de propulsion, des systèmes de génération d'énergie, des systèmes de gestion du cargo, quelle que soit la nature du cargo, c'est-à-dire du contenu des navires. Donc, que ce soit des containers pour un porte-container, ça peut être aussi du GNL pour un méthanier, un pétrolier, etc., etc. Et des systèmes auxiliaires, peut-être que le ballastage, par exemple. Est-ce que vous connaissez le ballastage? Personne ne connaît. Donc, les ballasts, ce sont des réserves en fait, d'eau qui permettent de moduler l'enfoncement d'un navire. D'accord? À un moment donné, lorsqu'on va le remplir de GNL ou bien de pétrole ou bien on va charger des porte-conteneurs, il va être très important de moduler, de surveiller cet enfoncement-là. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui est censé fonctionner uniquement lorsque on est à l'arrêt, en mouillage ou ouais, voilà. Et bien derrière, ça va être quelque chose comme c'est commandé par des systèmes automatisés, et bien derrière, cette aptitude peut être détournée pour provoquer des dégâts sur la coque d'un navire, par exemple, si jamais ces systèmes auxiliaires devaient être pris, dont le contrôle, on va dire, va être pris par un attaquant. Ok, donc pour vous offrir une petite rétrospective, un petit panorama des différents systèmes, évidemment, ça n'a rien d'exhaustif. Vous avez des systèmes donc, qui peuvent susciter un certain nombre, qui peuvent être ciblés en fait, par des attaquants. Donc des systèmes, par exemple, de télécommunication, comme ce qu'on appelle l'AIS, donc Automatic Identification System. Donc ce sont des systèmes qui permettent de donner l'identité du navire et de donner sa localisation également. Donc, il peut y avoir, par exemple, des defacements sur ces navires-là, si bien que l'on peut faire apparaître un navire qui se trouve physiquement, je ne sais pas, à Marseille, on peut le faire apparaître à Porto Rico. D'accord? Si jamais, et donc, sachant que ces systèmes-là souffrent encore d'un niveau de sécurité qui n'est pas forcément très élaboré. On verra tout à l'heure, là où il y a marqué démo, on a préparé quelques démonstrations avec mes deux collègues. Désolé d'ailleurs que je ne vous ai pas présenté, donc je vous présenterai tout à l'heure. Et on verra comment donner corps à ce type d'éléments. Alors pourquoi on se casse la tête à investir du temps, de l'argent, des choses de ce type-là? C'est parce qu'un simple discours ne suffit en général pas pour pouvoir convaincre l'ensemble des intervenants sur le chemin critique du changement qui doit s'opérer afin de pouvoir sécuriser les navires et les différents systèmes. Donc, la partie éducative, elle va être extrêmement importante et tout le monde est concerné, de l'opérateur de base jusqu'au patron d'une entreprise. Donc, on peut également imaginer aussi qu'il puisse y avoir des diffusions de fausses informations sur la sécurité des navires, donc les systèmes de détresse, les fameux SMDSM, donc Système mondial de détresse et de sécurité et de sûreté en mer. Donc, ce sont des éléments qui peuvent être aussi défacés. On peut diffuser de fausses informations, donc ça peut perturber le trafic maritime, par exemple. Donc, des intrusions visant spécifiquement également des systèmes de contrôle industriel.
D'accord? Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de la Jeep connectée. Donc, on peut très bien imaginer que quelqu'un puisse combiner l'exploitation de faiblesses sur des systèmes de télécommunication avec des systèmes de propulsion, par exemple, et pouvoir commettre un cyberattentat. Donc, ce sont des choses qui sont plausibles d'un point de vue technique. Et ce que nous a appris, en tout cas, l'affaire Stuxnet, dont je vous ai peut-être parlé tout à l'heure, non, je ne vous ai pas parlé, donc ça faisait partie d'un des drivers, eh bien, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer la capacité de réalisation, de concrétisation d'un scénario qui est plausible à la faveur d'une expérience de pensée. D'accord ? Lorsque c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. À partir du moment où on sait démontrer que c'est quelque chose de plausible, ce n'est juste qu'une question de temps avant que cela n'arrive effectivement. D'accord ? Donc, on pourrait continuer longtemps avec des systèmes de prise en main à distance sur des ports également, ne sont pas en reste, surtout les smart ports qui vont utiliser beaucoup de technologies nouvelles, la technologie 5G par exemple, sur des ports en Europe qui sont déjà équipés aujourd'hui. L'intégration des systèmes d'information logistique des ports. Imaginez-vous par exemple que le système d'information qui permet de donner le poids des porte-containers soit compromis et que du coup, au lieu de d'assurer un équilibrage d'un navire de sorte à ce qu'il y ait une bonne répartition des charges entre les deux côtés d'un navire, on va surcharger un côté au détriment de l'autre et ça peut occasionner donc des accidents sur le navire. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait plausible. Voilà. Donc il y aura aussi matière à travailler sur ces aspects-là. Et évidemment, il peut, comme on l'a vu dans plus de 50% des attaques survenues depuis les 3 dernières années, eh bien, une paralysie des opérations à l'aune donc d'une infection par un rançongiciel. Voilà, donc je voulais partager avec vous également une petite anecdote où effectivement c'est parti une faille critique et l'accident a été évité de peu, à mon sens, puisque c'était une époque où j'avais été donné donc une sensibilisation à la cybersécurité pour du personnel maritime et j'avais été approché en fin de séance par le patron donc, du terminal méthanier, il s'agit donc d'un terminal méthanier ici, et qui m'a dit justement, nous on vient d'installer un système IoT, donc Internet of Things, dont l'objectif, c'est justement de collecter des données de capteurs qui vont communiquer en ondes radio et qui vont dire, justement, vous avez une fuite sur tel tronçon, etc. Donc, c'était voulu dans un premier temps, comme un outil décisionnel pour les opérateurs, de sorte à pouvoir réagir plus rapidement, parce que le GNL, vous savez, c'est du gaz naturel liquéfié, c'est un gaz que l'on va condenser à raison de 600 fois son volume équivalent en gaz gazeux, en le refroidissant à environ moins 160 degrés. Eh bien, ce qu'on s'était dit là-dedans, c'était que ce que m'avait dit donc le patron, c'était que la première étape, c'était un système décisionnel, et ensuite, ce qu'il recherchait, c'était surtout de le plugger directement sur le contrôle-commande. Donc, le contrôle-commande, dans un terminal méthanier, c'est le système le plus critique, puisque c'est les centres d'opération dans lesquels les actifs les actionneurs les plus critiques sont commandés. D'accord ? Et donc, forcément, ce sont des équipements qui sont ultra protégés, non seulement par des mesures de sécurité physique, mais aussi des sécurités logiques. Eh bien, le problème, c'est que lorsque on introduit un système comme cela et qu'on le met sur le même réseau, eh bien, la sécurité physique, on introduit en même temps une brèche dans cette sécurité physique, puisque donc lorsqu'on a audité ce système-là, nous avons été en capacité, en capacité donc de prendre le contrôle non seulement de ce système-là en attaquant un certain nombre de vulnérabilités, sachant que le commercial avait été prêt à jurer que son système était infaillible, évidemment, mais que le plus grave, c'est que nous aurions été capables, grâce à l'affranchissement en quelque sorte conféré par la radio logicielle, de prendre le contrôle de ce système-là depuis l'extérieur de l'enceinte sécurisée du site industriel. Il s'agissait d'un point d'importance vitale en plus de ça. Et donc là, on imagine tout de suite, si ce système-là avait été mal sécurisé comme ceci, avait été
plugué sur le système de contrôle industriel, quels dégâts nous aurions pu, ou un attaquant aurait pu faire là-dessus. OK, la suite. Ah, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, c'est pas grave. Donc, un petit retour sur notre petit. Il me reste combien de temps? Vous avez encore le temps, il vous reste au moins 15 minutes. Au moins 15. OK. Donc, sur la partie NotPetya, ce qui est assez intéressant en fait dans cette attaque-là, c'est que donc l'attaque a été rendue possible par donc un logiciel de accounting donc ukrainien qui était visé, sauf que il s'agissait donc d'une attaque par supply chain, d'accord, ce qu'on appelle une attaque par supply chain, c'est-à-dire attaque par la chaîne logistique. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que le malware, donc NotPetya, a pu récupérer des credentials, donc des identifiants et des accès logiques appartenant à un administrateur, et c'est grâce à ces accès à privilèges qu'il leur a été possible de prendre le contrôle, enfin de se propager sur l'ensemble du réseau. Et en 7 minutes seulement, tout Maersk a été complètement gelé. Donc les navires n'avaient plus du tout la possibilité de pouvoir délivrer. Donc les ports ne savaient pas quels étaient les clients. On voyait des centaines de navires en train de faire la queue à Port Elizabeth à New York. Donc bref, c'était quelque chose qui était cataclysmique puisqu'il a touché 17 ports dans le monde entier. Et ils ont été sauvés en fait par quelque chose qui est par un formidable coup de chance, puisque en Afrique, au Ghana, il y a eu une coupure d'électricité. Et cette coupure d'électricité a permis de protéger pendant la cyberattaque un serveur, donc qu'on appelle donc dans notre jargon un domain controller, c'est-à-dire une sorte de nœud regroupant l'ensemble des accès, puisque les accès n'étaient plus disponibles, on ne savait pas qui était qui avait accès à quoi, etc. Et donc c'est à partir de ce domaine contrôleur qu'il a été possible de reconstruire l'ensemble du réseau informatique mondial. Donc vous voyez, l'Afrique, hein. Voilà. Donc c'est clairement un funny fact. Clairement, ils ont été extrêmement chanceux. Et en plus de ça, le DSI en question qui tenait le serveur en tremblant et qui voulait le ramener donc, à Copenhague, eh bien, a eu des problèmes de visa. Donc, il a dû y avoir des interventions au plus haut niveau de l'État pour qu'on permette en tout cas à cette personne de prendre l'avion et de pouvoir participer activement à la reconstruction. Donc, parmi les axes d'amélioration et qui, en général, ce sont des axes qui font écho aux vulnérabilités que nous, on trouve en général et qui sont exploitables dans le cas d'attaques cybercomplexes. Vous avez le déficit de solutions de détection et de réponse sur des phénomènes malveillants. Le patch management qui n'est pas suffisamment réalisé. Donc là-dessus, ils avaient plusieurs mois de retard sur le patch, donc le correctif de sécurité qui aurait pu les sauver, et, enfin, en tout cas les prévenir cette attaque. La gestion des comptes à privilèges, la segmentation des réseaux, lorsque tout est à plat, c'est pas très très bon. Les plans de continuité d'activité, la gestion des sauvegardes, le durcissement, bref, toutes les catégories quasiment étaient disponibles. Alors, pour finir, juste avant notre petite démonstration, ce que j'aimerais vous dire, c'est que les défis à venir tels que nous les envisageons, j'ai décidé de retenir 4 aspects qui me semblent vraiment faire défaut aujourd'hui, en tout cas dont le rendement, s'il devait être appliqué correctement, serait suffisamment, apportera un rendement en matière de couverture des risques qui sera certainement très appréciable. Donc le premier aspect, donc dans le désordre, c'est la security by design. Vous savez, dans un navire, lorsqu'on a réalisé donc la sécurité, il est très rare de pouvoir la changer sans devoir batailler ardemment pour pouvoir avoir un créneau d'accès. Un navire, lorsqu'il est lancé, surtout les gros navires, sont lancés pour plusieurs années. Ils font de quelques petites cales de 48 heures, etc., pour pouvoir faire de la petite maintenance. Donc, il est très difficile de faire de la grosse maintenance là-dessus. D'où l'importance de faire de la security by design et de profiter des gros arrêts de maintenance longs qui arrivent tous les 3 ans, 5 ans, etc., pour pouvoir
améliorer sensiblement le niveau de sécurité. Et là-dessus, il y a un vrai problème de gouvernance qu'il faut absolument traiter entre les rôles, entre affréteurs, amateurs, opérateurs. Alors, lorsque tous ces rôles-là sont réunis dans une même organisation, c'est beaucoup plus simple. Mais lorsque c'est des organisations différentes, eh bien, chacun s'en renvoie la balle parce que forcément, se sécuriser, ça demande de l'argent, ça demande un certain investissement. Il faut appréhender également, il ne suffit pas de se protéger, il faut également appréhender correctement les nouvelles technologies. Donc, on a vu tout à l'heure l'exemple de l'IoT qui était à l'époque une nouvelle technologie. Aujourd'hui, ça commence à avoir quelques cheveux blancs comme moi. Eh bien, l'appréhension de ces nouvelles technologies est absolument nécessaire parce que ça peut être un game changer pour la disposition des risques. D'accord ? Que ce soit les liaisons hertziennes, les liaisons hertziennes sont loin d'être des nouvelles technologies, mais en tout cas, elles présentent un risque particulier puisque, en général, le chiffrement, on ne le retrouve pas beaucoup. Mais clairement, pour la partie blockchain, pour la traçabilité, les menaces de drones aujourd'hui qui se perfectionnent de plus en plus. Vous savez, il y a une attaque par l'AIS sur laquelle on va revenir tout à l'heure, dans laquelle les AIS, vous savez, les fameux transpondeurs, en général, ils ne sont pas chiffrés. Donc, du coup, on peut faire croire à un navire que le signal GPS lui dit qu'il se trouve à tel endroit au lieu de l'endroit réel. Et donc, la parade qui a été trouvée aujourd'hui, c'est de faire un filtre de spectre électromagnétique, de sorte à ne prendre en considération que les informations qui viennent d'une direction en particulier. Et bien, grâce au drone, eh bien, on peut aujourd'hui mimer, en tout cas intercepter l'axe de télécommunication qui serait emprunté par une liaison GPS ou autre système donc, de navigation, il y en a plusieurs, légitimes. Deuxième aspect, l'intégration des risques multifactoriels. Donc l'approche holistique, on rabâche beaucoup les oreilles des industriels avec ça. C'est vraiment quelque chose de très important. Et qui commence par le fait que la cybersécurité doit se converger et doit s'appliquer de manière transverse à l'ensemble de l'organisation. C'est quelque chose qui est loin d'être acquis aujourd'hui et qu'il faut, sauf chez quelques exceptions qui brillent par ce type d'initiative, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument standardiser. Et peut-être, pourquoi pas, faire de la directive OMI, telle que d'antan on avait fait avec la LPM, la loi de programmation militaire, un véritable driver pour pouvoir aller beaucoup plus loin et apporter, catalyser, on va dire, les différents changements. Les formations sont très importantes. C'est parmi les secteurs qui souffrent le plus de carences en termes de formation. Quand je parle de formation, c'est à la fois les enjeux d'acculturation à la cybersécurité pour l'ensemble des utilisateurs, des intervenants et de l'écosystème du maritime, mais également un rôle important dans la contribution que doit apporter chaque membre de l'écosystème. On a vu tout à l'heure, par exemple, qu'il y avait un écosystème assez riche. Il est très important que chacun puisse apporter sa pierre afin de pouvoir constituer un ensemble cohérent. Et peut-être un dernier aspect sur le traitement de la dette technique. Vous l'aurez compris, on aura fait de la sécurité par design pour les nouveaux navires, mais quid de tous ceux qui continuent de circuler et qui représentent l'écrasante majorité. Et bien là-dessus, il est très important de prendre conscience des contraintes particulières dans le domaine maritime. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent oublié. Parfois, certains acteurs peuvent faire plus de mal que de bien en cherchant initialement à apporter de la sécurité. Vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et peut-être une recommandation un peu mystique, et si vous m'invitez l'année prochaine, vous comprendrez plus de quoi il s'agit, c'est la nécessité de développer des solutions disruptives à même de pouvoir constituer un vecteur de montée à l'échelle beaucoup plus important sur la sécurisation de ce qui existe aujourd'hui, ce qu'on appelle le legacy. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous propose de passer à la démonstration technique et puis ensuite peut-être un espace de questions-réponses. Très bien, merci beaucoup. Donc du coup, je suis accompagné par François Nomuchit, voilà, donc directeur chez Oliseum de toute la partie remédiation et sécurisation, et puis de Thomas Botton, qui est chercheur en cybersécurité, mais également auditeur, pentester, donc il y a plusieurs casquettes. Et il s'est occupé particulièrement, avec François également, de ce démonstrateur et d'autres démonstrateurs de hacking que nous avons pu construire. Alors du coup, Thomas, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ?
Oui, alors comme vous pouvez voir à l'écran, on a plusieurs choix de scénarios. Dans notre cas, nous, vous pouvez voir le méthanier, le porte-conteneur ou le bateau de croisière. Alors, ce qu'on voit ici, c'est un contrôle-commande, un système de contrôle-commande tel que celui auquel je faisais référence tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est ça. C'est-à-dire que là, je vais, en cliquant sur mes scénarios, donc il va y avoir un petit temps de retard, oui, c'est normal avec le zoom, je pense. Ça va arriver dans quelques secondes, j'espère. Ça n'a pas pris la fibre optique, là. Non. Non, quand on est comme dans les navires, on va être en Wi-Fi 4G et liaison satellite. Alors, la connexion. Ah. Ne vous inquiétez pas, c'est un geek, il va résoudre ça en 2 temps 3 mouvements. C'est bon. Peut-être qu'en attendant... moi, je vois sur la limote. Ah, c'est bon? Ok. Bon, on va essayer d'aller vite. Alors, donc là, je suis rentré dans mon scénario de méthanier et j'ai plusieurs scénarios à vous proposer. Donc, on va partir sur un premier scénario. Par exemple, le navire est encore à port, en fait, à quai, et on a un marin qui s'est fait approcher dans un bar par une personne inconnue et qui a, par exemple, réussi tout simplement à lui emprunter son chargeur et en fait va remplacer juste son petit câble par un câble innocent comme celui-ci. C'est un câble qui, en apparence, ressemble comme 2 gouttes d'eau, en fait, un câble, tout ce qu'il y a de plus légitime. Mais évidemment, il y a un truc. C'est ça. En fait, ce petit câble comporte un routeur Wi-Fi à l'intérieur de ce dongle. Miniaturisé alors. Miniaturisé exactement, et va permettre de prendre le contrôle du poste à distance, soit par exemple en passant avec un drone. Donc, je vous le montrerai tout à l'heure, ou juste en programmant en fait automatiquement le programme à l'intérieur qui va s'exécuter au temps souhaité par l'attaquant en fait. Donc, notre marin reprend la mer avec donc non. Ah ok. On est zoom. Ouais, un petit retour vers le futur. Hop. C'est bon, ça s'affiche. Donc on va commencer à. Donc là, nous sommes dans. Là, on est dans la salle des machines. Donc avec la gestion du fuel, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre poste de contrôle. Quand on va démarrer le navire, donc c'est pas des moteurs mais un propulseur, il faut savoir que tout ça c'est piloté par un automate. L'automate il est ici, on vous le cache parce que c'est pas forcément très joli, mais par contre en fait ça a des importances vitales puisque c'est lui qui va contrôler le fuel, c'est lui qui va contrôler la vitesse et autres que va piloter bien entendu le commandant du navire. Donc on est parti. Donc là qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'appuie sur donc j'avance le navire, donc notre hélice tourne. Cependant, notre marin est en mer et décide de recharger son téléphone. Et du coup, j'ai juste branché le câble comme vous avez pu le voir. Cependant, notre programme malveillant commence et là ça y est, c'est la panique. Le navire en fait est arrêté. Donc donc là tout à l'heure on va sur la carte. Tu disais qu'il y avait 2 modes. Donc soit on prenait à distance, soit via un drone, soit un amplificateur, donc via le routeur Wi-Fi. Soit on pouvait directement charger le programme malveillant dans la partie mémoire. Exactement. Et du coup, ça nous a franchi de devoir l'exploiter par la suite. C'est ça. C'est-à-dire que là, le marin a juste branché son câble. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va exploiter ici une mauvaise segmentation du réseau à l'intérieur
du navire. Il faut savoir que l'automate, il est câblé en RJ45 avec un câble Ethernet, tout comme n'importe quel PC. Et donc, le PC de notre victime du marin est exploité et va ensuite taper sur les automates. Il faut savoir que les automates sont des équipements industriels. Ce n'est pas fait pour recevoir beaucoup de data. Ce sont souvent des équipements très anciens qui peuvent juste être cassés en envoyant, comme la commande que vous connaissez sans doute, ping, un simple ping forcé sur certains petits automates. Ça peut avoir des conséquences dramatique lorsque celui-ci n'est pas sécurisé, n'est pas dans un réseau cloisonné, quand il n'y a pas d'équipement d'automate de sécurité, puisqu'il en existe, en fait, on les reconnaît souvent à leur différence de couleur, et eux sont souvent de couleur jaune ou rouge pour attirer l'attention, et eux vont... Alors, ce qu'on appelle les automates de sécurité, c'est contrairement aux automates de contrôle-commande, ce sont ce qu'on appelle les safety controllers, c'est-à-dire des automates qui font le travail d'un bouton d'arrêt d'urgence. C'est-à-dire dès qu'ils voient qu'un certain nombre d'éléments commencent à partir de la zone de sécurité, pouf, ils reprennent le contrôle au détriment des automates de contrôle-commande afin de pouvoir ramener le dispositif vers une sécurité physique. C'est ça. Alors du coup, on est maintenant, là je vous montre notre carte, donc c'est sur ce scénario, donc là notre navire, vu que je l'ai stoppé, là il n'avance plus, hein, il est en mer, donc en fait cette vue-là représente toutes les vues. Donc cette vue rouge, ça représente la vue GPS du navire, c'est-à-dire que le navire en lui-même se voit sur la carte, donc là il se voit à cette position. Ici, c'est la vue, alors ça va arriver, ça c'est la vue AIS. Donc là, on n'est plus sur le navire, là on est ce que l'on appelle... AIS, c'est le transpondeur qui permet de donner l'identification et la position du navire. Il donne plein d'informations, son nombre de personnes à bord, etc. Il en donne plein. Et il va l'envoyer au CROSS. Le CROSS, c'est le centre maritime qui va recevoir toutes ces données et qui va gérer un peu les autoroutes maritimes, si on peut dire. Et tu as un AIS d'ailleurs, tu as apporté un AIS avec toi. Ça, c'est un AIS qui est rencontré très souvent dans les navires particuliers et autres. Nous, on s'en sert en fait pour faire nos tests, c'est-à-dire qu'on a un signal GPS relié à un Raspberry, donc c'est un petit ordinateur, et c'est là-dessus qu'en fait on a fait nos tests, que ce soit sur les attaques GPS ou AIS. Mais sur un AIS d'un gros navire, la technologie est strictement identique. Alors oui, la technologie est identique, ce sera sûrement quelque chose de séparé, beaucoup plus important, mais le protocole reste le même, c'est-à-dire qu'on va faire exactement la même chose. C'est pour ça que nous, on utilise ce genre de matériel qui est beaucoup moins cher si on le casse. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va arriver à notre petit navire? Et bien là, en fait, ce qui va arriver à notre navire, ce qu'il faut savoir, c'est que l'AIS, par exemple, on est sur du 160 MHz, donc c'est de la VHF, et c'est un signal qui est déjà perturbé de par lui-même. C'est-à-dire que sans l'attaquer, ils ont des perturbations très régulières, en fait, les navires qui disparaissent ou autres, parce que forcément, ça ne passe pas, tout comme d'ailleurs le GPS, lui, est dans les 1500 MHz, mais vous avez pu voir que dans certains bâtiments ou autres, on capte mal. Et là, l'AIS, c'est encore pire, donc c'est un peu compliqué. Mais nous, en tant qu'attaquants, donc avec un équipement de la sorte, donc ça s'appelle un SDR, donc Software Defined Radio. On peut peut-être le montrer, donc il s'agit d'un HackRF. C'est exactement, si vous vous souvenez des exemples de l'IoT tout à l'heure sur le terminal métallier, c'est exactement cet équipement-là ou similaire qu'on a utilisé afin de pouvoir prendre le contrôle, donc couplé à une antenne puissante. Hein. Vous savez que les ondes électromagnétiques, quand on parle de réseau Wi-Fi, la portée, elle est de à peu près combien de mètres? Culture générale 15 mètres, 20 mètres, 100 mètres, etc. En fait, le record, c'est 200 km, d'accord, parce que ça dépend beaucoup plus de la puissance de l'antenne réceptrice que de l'émetteur. Vous savez qu'on reçoit encore des signaux radio de la sonde Voyager, hein, qui est vers Pluton, lancée en 1972. Du coup, là, en fait, on va pouvoir attaquer donc, soit proche du CROSS, soit avec notre drone. Donc, que je vais vous présenter. Donc là, c'est notre drone aussi de test, ce n'est pas notre drone officiel, bien sûr. Donc,
que l'on installe avec un mini ordinateur que vous voyez ici, en fait, qui est connecté à une antenne 4G, ce qui me permet de, moi, prendre la distance, de prendre le contrôle de l'ordinateur à distance alors qu'il vole avec le drone. Et cette attaque, donc je vais la simuler ici avec mon ordinateur, parce que je ne vais pas faire, bien entendu, voler le drone dans la salle, mais pour vous montrer, donc ça c'est un scénario, on va dire quand même le plus gentillet de nos scénarios. Voilà. Scénario visant à... Alors, notre position AIS était en fait juste ici, et comme vous l'avez pu le voir, je l'ai balancé près du port, donc pour faire peur au cross. Donc là, le cross, voilà ce qu'il voit en permanence, le centre maritime, parce que les ondes ne sont pas assez protégées, on va dire. Donc là, ce qu'on a fait, c'est un defacement. C'est ça. Donc, on a trompé le système d'AIS, donc le système qui est utilisé aujourd'hui par l'ensemble des navires, en lui faisant croire qu'il se trouvait à une position qui n'est pas la sienne. Exactement. Et alors, une situation qui pourrait être peut-être plus compliquée, en fait, ce serait le GPS. Pourquoi? Parce que l'AIS, comme vous l'avez vu, c'est le cross, donc c'est sur la Terre, bon, ça leur fait peur. OK. Mais le GPS, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on s'en sert pour la navigation, c'est beaucoup plus critique en fait. Et donc, notre navire ici, donc je vais réinitialiser la position pour vous montrer plus simplement. Donc, je vais redéclencher mon navire. Donc là, on va dire qu'il n'y a pas eu d'attaque. Donc, comme vous pouvez le voir, le navire avance. Donc là, je vais vous montrer. C'est toutes les vues, donc le signal GPS, c'est ça. Et je vais vous montrer maintenant ce qui va se passer lorsqu'il y aura une attaque critique. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décalé en fait juste légèrement le bateau, le navire de sa position. Lui ne le voit pas. Et ce qui va se passer, c'est qu'à quelques mètres d'écart pour un navire, là, il vient de passer proche des côtes. On est en fait sur un méthanier. C'est quelque chose qui peut être totalement critique, puisque un problème sur un méthanier, c'est, d'ailleurs, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, là, je crois, il y a eu des bouts qui sont tombés à la mer. Donc, c'est vachement... C'est critique. Là, on peut faire rentrer le navire dans le port, on peut le faire rentrer en collision. C'est une attaque qui va être beaucoup plus critique que c'est une attaque qui peut concourir à un scénario peut-être beaucoup plus complexe, dans lequel ça offrira, donc ça perturbera les commandes du navire et ça permettra potentiellement de causer un accident industriel. C'est ça. Et on peut évidemment combiner les attaques pour la rendre encore plus dramatique. C'est-à-dire, on peut faire croire, en connaissant la position GPS, on peut faire croire au cross, donc le centre maritime, que le bateau est toujours au même endroit. Donc le bateau continue d'avancer, on connaît sa position. Parce que oui, avec l'AIS, ce qui est bien, c'est qu'on sait également où va aller le bateau. Donc on va pouvoir lui prêter sa destination souhaitée sur la carte. Donc le cross n'y verra que du feu. Si le navire ne communique pas par un autre moyen, ça va être compliqué. Et là, on est en pleine mer. Donc il faut imaginer en pleine mer, que ce soit même le scénario du câble, il faut trouver l'origine du vecteur d'attaque. Peut-être divers. Qui peut être complètement divers. En fait, il faut savoir, on a oublié d'en parler, c'est vrai, que les GPS, en fait, il y a quand même eu des protections, puisque c'est très grave, le spoofing GPS. Attends, excuse-moi. Du coup, on utilise le drone, effectivement, pour contourner les protections GPS, ce qui fait qu'aujourd'hui, hormis rajouter des liaisons comme on le fait, donc, il faut savoir que le signal GPS, on est à plusieurs liaisons qui vont bientôt être mises en place, et plus on va en rajouter, plus on va se séparer aussi d'un système, comment dire, par exemple américain et passer un système français ou autre. On sera dans des mesures voilà, donc déjà, ce qui est déjà le cas aujourd'hui avec Galileo et d'autres systèmes européens et d'autres systèmes. Merci beaucoup. Merci à tous de votre attention. Et
Merci à vous. Très bien, merci beaucoup.